ça, vous voyez qu'il y a des petits décalages là. Et en fait, c'est des micro-saccades de votre œil que vous ne ressentez pas, tac, 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 qui font que la rétine analyse ça comme du mouvement et envoie au cerveau où ça tourne. Donc, les magiciens peuvent faire des tas de trucs amusants avec ce genre de choses. Alors, ça c'est une spirale, vous êtes d'accord? C'est une extraordinaire spirale extrêmement jolie. Il n'y a pas un pet de spirale dans le dessin. Hein? Regardez, je vais vous prendre l'extérieur là. D'accord? C'est un rond. Vous voyez, le cercle bleu, il est complètement bleu. Je reviens là, ben, c'est une spirale. Là, c'est un rond. Là, je vais à l'intérieur, c'est un autre rond. À l'intérieur, c'est un autre rond. Et c'est rigoureusement magique. Vous avez une magnifique spirale sous les yeux. Vous avez une magnifique spirale sous les yeux. C'est votre rétine qui fait ça et votre cerveau. Même s'il sait que c'est une spirale, il ne peut pas retrouver les ronds. Essayez de faire l'effort de retrouver un rond. C'est très très difficile. Donc vous allez trouver le rond extérieur, et au moment où vous passez, là, vous voyez toujours la spirale au milieu. Hein. Et donc ça, c'est des micro-saccades de la rétine qui blousent complètement le système visuel. Donc votre système visuel, fondamentalement, il voit que pas tellement de choses, mais dans les choses naturelles, ce genre de choses ne se produit pas souvent. Mais je trouve celle-là tout à fait extraordinaire. Il y en a d'autres. Alors ça c'est très intéressant, c'est le remplissage. Donc je vous ai dit que le nerf optique était rempli, mais là on peut le voir. Je ne vais pas vous le faire là parce que vous allez en voir des plus spectaculaires, mais c'est un truc, vous trouvez ça sur internet. Vous regardez ce point-là fixement et vous voyez ça se remplir du dessin du fond. Parce que la rétine, ça l'ennuie complètement qu'il y a un trou, et là, mettre le dessin, c'est beaucoup plus simple à envoyer au cerveau. Alors, évidemment, les peintres, Magritte, qui était un magicien de la peinture, a beaucoup profité de ça, et voilà une illusion de continuité. Alors ça, c'est parce que l'œil détecte l'avant-plan de l'arrière-plan, et il connaît la forme, ça c'est beaucoup plus culturel, il sait ce que c'est qu'un cheval, donc il va dire, il y a un cheval, et le reste, c'est pas important. Donc il n'est pas très très gêné par l'illusion, et le cheval est parfaitement visible, on n'a aucun problème à voir qu'il y a un cheval, même un enfant. Parce que ce qui arrive à notre cerveau, c'est un cheval. C'est pas un cheval coupé. C'est joli. Alors il y en a des classiques, hein. Ici c'est une illusion célèbre, où vous voyez des traits là. Vous voyez des traits blancs sur fond blanc. Hein, c'est pas mal de voir des traits blancs sur fond blanc, mais ils sont là. Hein. Et puis là, vous voyez très bien, là, ça, tous les enfants le voient, vous voyez très bien qu'il y a un trait blanc sur fond blanc qui fait le tour du soleil. Puis là, c'est pareil, ce chien, il en manque beaucoup, mais vous savez que c'est un chien, il n'y a aucun problème. Sauf si vous n'avez jamais vu de chien. Donc il y a un aspect culturel, on va en reparler tout à l'heure. Alors il y a de très belles illusions 3D, celle-là est absolument magnifique, je ne sais pas où elle est. Donc c'est un superbe escargot en 3D, d'accord? Et en fait, il est peint par terre. Et quand vous passez au bon endroit, vous voyez ce magnifique escargot en 3D, vous sautez dessus, mais ailleurs non. Et quand vous avez ça, vous n'avez pas le choix. Hein. C'est votre cerveau, il lui arrive un escargot en 3D. Hein. Il n'y a aucun mystère. Donc ça, je ne sais pas où c'est, mais c'est quand même assez chouette. Hein. Donc vous voyez, les illusions vous disent que ben, est-ce que c'est ça les illusions ou est-ce que c'est le reste? Parce que ça c'est vrai, tout ce que je vous ai montré, c'est vrai. Donc c'est peut-être ce que vous voyez en ce moment qui est une illusion, ou les deux. Ou les deux. On va en parler tout à l'heure. Alors vous avez aussi les superpositions, celle-là est tout à fait merveilleuse. Combien de pattes a cet éléphant? Donc c'est totalement extraordinaire. Il y en a pas mal des choses comme ça, mais celle-là je la trouve particulièrement forte parce qu'il y en a où on bascule entre deux trucs, mais non, c'est carrément pas où on est dans celle-là. Donc le monde n'est qu'une grande illusion, hein, il faut s'y faire, c'est comme ça. Et puis vous avez les illusions de mouvement continu. Donc ici, je prends ce petit film qui est en basse résolution, ce serait mieux s'il était en haute, mais vous êtes d'accord que ça tourne de façon continue. Ok? Et bien si vous regardez de plus près, c'est juste pas vrai, il n'y a que 3 images. Il n'y a que 3 images. On dit dans le cinéma, il en faut 24 par seconde, mais là, il n'y a que 3 positions. C'est tout. 3 positions. Et donc, hop, vous voyez, on continue. Donc heureusement qu'on a ça, parce qu'il y a le cinéma, il n'y aurait pas le cinéma si on n'avait pas ça. Donc c'est cool tout ça. Et donc, en résumé, en fait, on a 3 yeux. On en a 2 dehors et 1 dedans, qu'on peut appeler notre œil intérieur. Donc l'image extérieure arrive, mais pas du tout sous la forme d'image des yeux externes, elle est complètement pulvérisée par la rétine, et une fois rendue à l'intérieur, elle est reconstruite, et le travail du cerveau, c'est de reconstruire une image qui n'existe pas. Vous voyez, il y a un truc très intéressant qu'on pourra faire avec un jeu de cartes. Je dis à quelqu'un, voilà un 7 de cœur. Il dit oui, voilà un 7 de cœur. Il ne regarde pas là. Je le mets là. Tu le vois ton 7 de cœur? Très bien.
Et là, je mets un œuf de trèfle. Il y a une carte là, je sais pas. Je sais pas. Et là, ah oui, il y a du noir. D'accord? Là, il y a un œuf de trèfle. Enfin, les angles dépendent un peu des individus aussi. Donc en fait, quand on sait qu'on a le 7 de cœur là, on le met là. Même si on ne le voit pas. Et c'est pas bête. Et voilà, donc le boulot du cerveau, c'est d'avoir toujours raison. C'est de prévoir et d'avoir toujours une image consistante, même quand elle est complètement foireuse. Alors, il y a quelque chose de très important dont on va parler après, c'est l'attention. En fait, le processus d'attention, qui lui est un processus du cerveau, va diriger des grandes saccades oculaires et va nous dire à quoi on fait attention. Et hors d'attention, nous ne voyons rien. Donc les magiciens, quand ils disent on détourne l'attention, peut-être ils n'en ont pas encore conscience, mais ils empêchent les gens de voir, pas de regarder, de voir. Ça n'arrive pas au cerveau. Donc on ne voit pas. Donc les magiciens sont des gens qui savent faire ça. Donc ça c'est quand même tout à fait magique. Alors, en résumé, avant de vous passer un petit film absolument extraordinaire, nous voyons surtout ce que nous voulons voir. Donc quand quelqu'un vous dit « je suis un témoin oculaire objectif », vous laissez un peu tomber. Et le travail essentiel du magicien, c'est connu, c'est de canaliser notre œil interne. Alors, je vais vous passer un petit film. Alors, c'est une énigme policière. J'espère que pas trop d'entre vous la connaissent, parce que quand on l'a vu une fois, ça ne marche plus. Mais c'est un... Vous parlez anglais en moyenne? Ouais, bon. C'est une énigme policière. Et il va y avoir un détective et 3 suspects. C'est très court, donc même si vous ne comprenez pas l'anglais, parce que c'est complètement british avec un accent anglais merveilleux, c'est très très court, et les 3 suspects, le détective va trouver tout de suite quel est le criminel, et la question que je vais vous poser, c'est êtes-vous d'accord? Donc vous pouvez avoir la réponse en écoutant les suspects, en regardant leur visage, et si vous êtes un peu psychologue, vous allez trouver, en regardant les visages des suspects et du détective, vous allez trouver pourquoi le problème se résout. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Ah si, ça va. Clearly, somebody Hop, 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 hop. Ça marche pas comme ça. Et évidemment, ça marche pas comme ça. Donc, il va falloir que je fasse du sport. Visuellement difficile, qui est d'envoyer ce machin-là ici. Et là, bon, j'espère qu'il va démarrer. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai pris une capture d'écran. C'est pas... Ben si, il est mis où mon houdonite? Ça y est. Il n'y a plus le houdonite. Ah, je vais le retrouver. Il faut vraiment le voir parce que... concentrez-vous sur vos facultés de déduction aussi. Où est-ce qu'il est, houdonite? Non, mais il ne faut pas que j'ai perdu houdonite, sinon on est vraiment mal. Sinon je l'ai ailleurs. Hein. Ah, vous me laissez une seconde, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'est pas là, par exemple? Si, il est là. Eh bien oui. Eh oui, il faut regarder au bon endroit quand même pour voir des fois. Alors, on va faire ouvrir avec. Oh! Très fort. Je ne sais pas où il est. Il est pas dans le... Je l'ai enlevé? Ah non, il est là. Il est revenu là. Ah ben, oui. Donc je le remets là. Voilà. Et... Non. On va la voir. Clear. Alors, là il y est. C'est l'horreur. Ouvrir avec. On va y arriver. Ouvrir. Parce que là, il faut travailler à l'envers, là. Yes! Il l'a ouvert chez moi. Alors attendez, on va faire autrement. Ouais, on va déplacer. Et attends, il va plus là. Ouais. Alors on va la déplacer, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Alors elle va arriver là. Là. On y arrive et il faudrait la mettre en plein écran, c'est ça? On va mettre là, non? Là, ça va aller ça.
Ouais, c'est bon. Allez. Alors, on est parti. On la remet au début. On recule là. Oh, putain! C'est l'enfer. L'enfer, l'enfer. Ici. Alors là, on l'a pas. On va la voir, on va la voir. Mais on va mettre la recopie des... Ouais. Ok, là, elle est là. Ouais, mais il faut la mettre à la taille. Ok. Ok, allez, on démarre. In this room murdered Lord Smythe. Qui a tué Lord Smythe? Precisely 3:34 this afternoon was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. C'est Lady Smythe. Et il dit parce qu'on ne plante pas des pétunias avant mai. Bon, maintenant, regardez la suite. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Bon, désolé pour la lenteur, mais je pense que c'est un peu convaincant. Vous aviez vu les 21 changements? Rien du tout. Rien du tout, d'accord? Tout a changé. Tout a changé. Vous n'avez rien vu. Ok, donc ça en dit beaucoup sur la vision. On en entendra parler plus tout à l'heure. Si, vous avez peut-être vu l'ours, l'armure se transformer en ours. Hein? On peut le revoir. Alors là, on va essayer. On peut le revoir. On peut le revoir. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who... Ah, c'est bon, je vais passer. Non, ce que je vais faire, je vais passer en. Si vous voulez le revoir, parce qu'il y a encore des choses à raconter après, hein. Mais ça vaut le coup de le revoir, je reconnais. On va faire de la recopie vidéo et ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Je sais pas s'il dit, mais bon, à l'échelle, on va mettre plus sur 8024, j'espère que ça va marcher. Voilà. Et là, on va faire ceci. Was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? C'est très anglais. Any hein, horticulturist will tell you one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter Regardez of par terre, il est observation. à l'envers avec pas la même pendule. Hein. Is how observant were you? Clearly, somebody in this room. Mais vous n'allez pas voir beaucoup plus maintenant, rassurez-vous. Hein. Sur les 21, vous pouvez les voir en même temps. Hein. Was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Bon, je crois que ça, c'est quand même assez impressionnant. Et ça vous explique qu'avoir confiance dans votre vision, il faut réfléchir deux fois. Mais d'un autre côté, on fait des tas de trucs avec notre vision. Hein.
fort heureusement. Alors, maintenant on va changer, on va repasser. Et je vais vous raconter, donc, je vous ai dit aussi que alors, comment est-ce qu'on fait pour disposition? Et on fait comment? Alors, je ne sais pas faire mon moniteur. Fiche, non, je veux pas ça. Comment est-ce qu'on fait pour pas... La petite croix? Quelle croix? Je ne vois pas de croix. C'est disposition, recopie vidéo. Voilà. Alors, je vous ai dit, on estime. Et estimer, c'est faire des probabilités. C'est-à-dire qu'on va, à tout moment, estimer la probabilité que la voiture nous arrive dessus, estimer la probabilité qu'on rate le virage. On va faire ça complètement spontanément. Et naïvement, les gens pensent qu'ils sont bons en probabilité. Qu'ils comprennent très bien s'il y a une chance sur 2 ou 3 chances sur 4, ou etc. Alors là, je vais vous décevoir en grand. Parce que... Ah oui, non, j'ai oublié de vous parler de la boîte de Boston. La boîte de Boston, c'est l'illusion la plus démente que j'ai jamais vue. J'ai vu qu'une fois. Dans un musée à Boston. Il faut la refabriquer. C'est une boîte en bois, parallélépipédique, avec deux entrées. Et en fait, une pour chaque œil, si on veut. Et à l'intérieur, il y a 2 miroirs à 45 degrés, comme ça, qui renvoient l'œil droit à droite, le gauche à gauche et l'œil droit à droite. Très bien. Et du côté gauche, il y a un miroir. Donc, il fait ça, tac, 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 ça vous renvoie la moitié de votre tête, la moitié gauche de votre tête. Et à droite, il n'y a rien. Il y a un tissu bleu foncé. Donc, vous vous mettez devant, et qu'est-ce que votre cerveau voit? La moitié de votre tête et rien. Alors ça, il n'est pas d'accord. Donc, au début, ça fait bizarre, et très rapidement, vous voyez votre tête entière. Alors, vous vous dites, ah ben, le cerveau a fait le symétrique. Alors, test immédiat, je souris comme ça, pas du tout. Vous voyez, vous souriez comme ça ou comme ça. Donc le cerveau sait ce qu'il veut voir et met ce qu'il veut voir à la place de ce qu'il doit voir, ce qu'il voit. Donc ça c'est absolument dément, donc on se marre comme une bête à faire des grimaces et tout, mais beaucoup plus intéressant, du côté où on voit rien, on met sa main. Et donc là le cerveau voit une demi-tête et une main. Donc il fait gloups, et puis très rapidement on voit la main devant la demi-tête manquante. Donc le cerveau a fabriqué un avant-plan, un arrière-plan avec la demi-tête manquante. On fait les grimaces pour vérifier, puis là c'est là que ça devient bien, on enlève la main. Et là qu'est-ce qu'on voit? Un trou en forme de main dans la tête, et la peau se reformer en à peu près 1 seconde et demie. On voit la peau repoussée. Alors j'ai passé l'après-midi à me faire des ciseaux, des souris, je suis ressorti avec un bon mal de crâne, mais c'était chouette. Et vous voyez, donc il a refabriqué la moitié de la main derrière, et il a fait repousser la peau pour la voir repousser, mais c'est complètement dément. Donc la réalité, c'est bien. Alors je vais vous parler pour finir du Monty Hall problème. Alors ça c'est un truc tout à fait extraordinaire. C'est un truc tout à fait extraordinaire, c'est un problème qui a déchaîné des passions alors qu'il est complètement trivial. C'est un problème de probabilité totalement évident, et vous allez voir à quel point ça a été horrible cette histoire. Donc ça part d'un jeu américain, c'est pas tout à fait ça le jeu, mais le problème on peut le décrire, c'est le présentateur Monty Hall qui est là, il présente 3 portes et il dit, ben voilà, derrière chacune de ces portes, il y a soit une chèvre, soit une voiture. Alors, on suppose que le candidat n'est pas berger et qu'il préfère les voitures aux chèvres. Et donc voilà, vous avez le droit, alors ça a été tiré au sort, hein. Vous avez le droit de choisir une porte. Voilà, alors là, d'accord, on est au pif, hein, donc on y va, on tire au sort aussi. Mettons qu'on prenne la première porte, c'est plus simple. Mais c'est pareil, c'est pour les autres. Ok. Et au moment où vous allez ouvrir la porte, le Monty Hall vous dit, attendez, je vais vous donner une indication. Et il ouvre une autre porte, alors on tire une porte au sort, et là il va ouvrir une des 2 autres portes, mais vous avez choisi celle-là, il ouvre une des 2 autres portes et il vous montre qu'il y a une chèvre derrière. D'accord? Donc vous avez quand même une indication. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut changer sa décision, sa première décision, ou pas la changer? Alors, 2 raisonnements possibles. Sachant que ma probabilité de gain au départ était 1/3. Ça, c'est pas des probabilités compliquées. Je peux dire 2 raisonnements. Ma probabilité est passée à 1,5 parce que maintenant, c'est plus le même jeu, il n'y a plus que 2 portes. D'accord? Vous achetez ça? Ok. Deuxième chose, c'est vrai que ma probabilité reste à 1,5 si je ne change pas, mais elle passe à 2/3 si je change, donc je change.
Et donc c'est une... alors on va voir si c'est vrai ou pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cet article a été publié... qui a raison? Oui, qui a raison? Un ou deux? Qui vote pour un et qui vote pour deux? Et vote pour deux, mais il y a des gens qui ne votent pas, mais vous n'aurez rien, ni la chèvre ni la bagnole si vous ne votez pas. Hein. Là, vous avez le droit de repartir avec une chèvre dans le cas le pire. Hein. Ou un bouquin de magie, mettons. Alors? Bon, c'est deux. La bonne réponse, c'est deux. Alors, pourquoi c'est deux? Eh bien, c'est très simple. Je dis la formule, alors c'est pas une vraie démonstration mathématique, hein, mais la vraie démonstration mathématique fait la même chose. En changeant, on gagne si et seulement si on avait montré une chèvre au premier coup. Et montrer une chèvre au premier coup, il y a 2 chances sur 3. Alors, vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas à la sortie, il y a des gens qui n'ont toujours pas compris. Donc, regardez, si il y avait une chance sur 3 que la voiture soit dans la première porte. Si je change, j'ai perdu. Ok? Il y avait une chance sur 3 que la voiture soit devant la deuxième porte. Moi, j'avais montré celle-là. Si je change, la voiture soit dans la deuxième porte. Donc, ça veut dire que Monty Hall a ouvert cette porte-là. Et donc, la voiture est forcément là. Donc, dans ce cas-là, j'ai gagné. Et si la voiture avait été dans la troisième porte, derrière la troisième porte, eh bien, dans ce cas-là, j'ai gagné. Donc, la personne qui a publié ce problème a publié cette solution. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Donc, elle s'appelle Marilyn von Savant. Bon, ce problème était connu sous d'autres versions avant, mais pas aussi simple. Et c'est le plus haut, c'est le record du Guinness Book of World Records en QI. Et c'est pas une imbécile, hein. Et donc, elle traite la question dans le journal Parade en répondant à la question d'un lecteur et donne la bonne réponse. Et à partir de ce moment-là, on va voir la faculté des hommes à comprendre les probabilités. Je reçois des milliers de lettres insistant toutes sur le fait que je me suis trompé. Depuis le public général, 92% des gens pensent que je me suis trompé, et des mathématiciens ou des universitaires, 65% pensent que je me suis trompé. Donc elle a reçu plus de 1000 lettres de mathématiciens disant qu'elle était nulle et qu'elle s'était trompée. Certaines extrêmement étonnantes. Paul Erdős, qui est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, qui était un type complètement hallucinant, a dit non, c'est un demi, ce que tu racontes, c'est faux. Alors que Erdős faisant des trucs faux, et c'était un mec qui connaissait parfaitement les probabilités. Donc ça a été un brouhaha mondial. Moi je me rappelle, j'ai posé ce problème quand j'avais appris, j'ai posé à des probabilistes dans mon institut de recherche qui ont tous répondu faux. C'était à peu près uniforme. C'était vraiment très bien. Voilà une très belle lettre pour montrer la sociologie des probabilités. Vous êtes horriblement fausse dans votre solution du Monty Hall problème, et j'espère que cette controverse provoquera une attention nationale sur la crise sérieuse de l'enseignement en mathématiques. Si vous pouvez admettre votre erreur, alors vous aurez contribué grandement à la solution d'une situation déplorable. Combien de mathématiciens en colère vous faudra-t-il pour vous convaincre de votre erreur? D'accord? Et elle en a reçu comme ça des centaines et des centaines. Toutes fausses. Ah, ça a duré mais des années, ça. Hein. Et puis, elle en avait marre. Elle a eu une idée marrante. Elle a dit, eh bien, pourquoi on ne ferait pas faire l'expérience par les classes des écoles américaines? Donc, il y a un truc que je n'ai pas dit. Les règles du jeu est précise. Quand il va ouvrir une autre porte, Monty Hall, s'il n'y en a qu'une, si vous avez montré une chèvre, il n'y en a qu'une, il est forcé de l'ouvrir, mais s'il y en a deux, il va tirer au sort pour savoir laquelle des deux il ouvre. Il faut faire ça, sinon